Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire matinal un peu exceptionnel ce matin. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Éric Maudre, qui est un médecin militaire, médecin-chef des services au Val-de-Grâce en anesthésie-réanimation et médecine d'urgence, et le professeur Alexandre Demoule, qui de l'hôpital appliqué Salpêtrière en médecine intensive et réanimation, qui vont nous parler aujourd'hui de l'afflux massif. Donc on va débuter par le professeur Demoule, qui va nous donner l'expérience de l'appliqué Salpêtrière, et puis par la suite nous aurons le professeur Maudre qui nous expliquera les grands principes de vue militaire. Donc, Alexandre, c'est à vous. Vous pouvez partager votre écran. C'est fait normalement. Je vais mettre en mode présentateur. Donc là, nous voyons votre... C'est bon ou pas? C'est bon. Parfait. La communication est un tout petit peu hachée. Est-ce qu'il faut couper les webcams ou on peut continuer comme ça? On va couper les webcams déjà. J'ai pas entendu. On coupe nos webcams et on voit ce que ça donne. Ok. Bon, bien bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci au CEMIR et à la SRLF de m'avoir convié à faire cette exposé matinal pour faire un retour d'expérience de la Pitié-Salpêtrière. Donc l'idée initialement, c'était que mon collègue, le professeur Éric Maudre, commence par le concept d'afflux massif de victimes et que nous, on ne vous parle que de la façon dont on a fait, nous, face à cet afflux, comment nous avons composé. Je pense que les deux exposés peuvent très bien s'intervertir, ça ne posera aucun souci. Alors là, je n'arrive pas à passer. Voilà, c'est bon. Les circonstances ne dispensent pas de présenter ces liens ou conflits d'intérêts que j'ai mis ci-dessous, qui sont principalement dans l'industrie de la ventilation mécanique, et donc vous l'imaginerez, tous en rapport, de près ou de loin, avec cette présentation. Dans la très large majorité des cas, il s'agit de contrats de recherche qui ont bénéficié à mon équipe de recherche. Dans certains cas, j'ai personnellement touché de l'argent. Le premier message important que je souhaitais partager, c'est que une épidémie, ça se prépare, que la vague qui nous touche actuellement, il valait mieux l'avoir préparée avant, et on a la chance d'être un ESR de niveau 1 pour la prise en charge des risques épidémiologiques et biologiques, notamment émergents. Et je dis c'est une chance parce que cela nous a maintenus prêts, bien en deçà, bien sûr, de ce que nous avons aujourd'hui, mais les débuts, je dirais, ont été un tout petit peu moins douloureux. La réanimation, elle est normalement équipée de 2 chambres à SAS en pression négative. Aujourd'hui, évidemment, quand on y pense, c'est dérisoire, mais le personnel est formé aux risques émergents biologiques. Il y a des protocoles préexistants qui sont disponibles. Le personnel est entraîné et de fait, nous accueillons régulièrement des suspicions de MERS coronavirus en ce moment, hein, ça dépend des périodes, mais ces dernières années, qui permet de pratiquer un certain niveau d'entraînement. Enfin, comme vous le constatez tous, ou comme vous le constaterez, le problème, c'est pas votre équipe, c'est ce qui est autour. Le problème, c'est pas de prendre en charge ces patients. Nous sommes tous réanimateurs, nous sommes tous formés à la prise en charge de ces patients sévères. La difficulté, c'est l'environnement et l'hôpital, notamment avec une logistique qui reste un des points les plus complexes. La biologie qui, si elle n'est pas habituée, pose des difficultés. Les manip radio qui refusent de se déplacer au lit du malade parce que simplement ils ne sont pas habitués, ils ont peur, ils ne sont pas entraînés. Et puis enfin des circuits patients qu'il convient de préparer. Entre le 24 février et le 2 mars, il y a eu la montée en charge. Le 24 février, nous avions étendu le secteur Covid à Saint-Cloud. Encore, quand j'y pense encore aujourd'hui, c'était tout aussi dérisoire. Et nous avons assisté à une montée en charge rapide des patients sur ces Saint-Cloud. Et puis, surtout, beaucoup de difficultés à faire des choix
Est-ce que ce patient, à l'époque, beaucoup de patients qui étaient admis étaient encore finalement Covid-. Et donc, où on met un patient qui est suspicion Covid, sachant que la probabilité qu'il soit Covid plus à l'époque était relativement faible. Donc, difficile d'utiliser ces 5 lits. Et puis, des 5 lits qui sont finalement vite remplis. Et le 6 mars, nous avons converti les 15 lits de réanimation en Covid plus. Ça a été une décision qui a été prise en une journée. Les collègues des autres réanimations nous ont aidés à délester et ça a permis, je dirais, d'assainir beaucoup les conditions de travail avec un intérêt architectural qui est un sas unique d'habillage. Le diable se cache dans les détails et on avait travaillé tout ça bien entendu en amont. Nous avons neutralisé la pression de la réanimation. Vous savez que toutes les réanimations sont en pression dite positive et donc nous avons neutralisé la pression de la réanimation de façon à ce qu'il n'y ait pas de déplacement de particules virales depuis les chambres vers les circulations. Enfin, et ça c'est un piège auquel on ne s'attend pas, la nécessité d'augmenter les ratios de PNM. On dit qu'il faut un petit peu plus d'un IDE ou une IDE pour 2 patients Covid. Je dis au début un petit peu plus et un peu plus d'un ou une AS pour 3 patients. Je trouve que c'est des ratios, en tout cas de montée en charge, qui sont importants à conserver, sinon il y a des fautes et les personnels se contaminent, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et donc, le prix, et beaucoup de mes collègues ont observé la même chose quand ils ont ouvert un peu en décalé, c'est au début la fermeture de l'unité de surveillance continue ou la fermeture d'un certain nombre de lits pour redistribuer ce PNM vers les lits Covid plus. Et je le dis, il faut faire attention aux ressources de PNM dès le début. Il y a un vrai sujet autour de ça parce que plus vous ouvrez des lits Covid, plus vous fermez de lits non Covid, ça c'est une évidence, mais en fait la proportion ne se fait pas dans un rapport de 1 pour 1. Et là, on s'est pris la vague, c'est-à-dire 12 admissions en 24 heures. Il y avait déjà 3 patients Covid, il y avait 15 lits. En 24 heures, non, c'est pas tout à fait vrai. En un peu plus de 48 heures, 12 admissions, à peu près 12 SDRA sévères et une moyenne âge de 62 ans. Et là, on s'est dit, c'est bizarre, c'est pas ce qu'il y a écrit dans la littérature. On a été pris un peu de court par des patients qui étaient plus jeunes que ce à quoi on s'attendait. De façon simultanée, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui est mon hôpital au sens large du terme, ainsi que l'ARS, avaient réfléchi à l'ouverture d'autres ESR et finalement a procédé, il était temps, à une ouverture massive, mais il fallait néanmoins faire des audits d'hygiène de ces réanimations, de ces hôpitaux, afin de savoir si les conditions d'exercice ne mettraient pas en danger les personnels et si l'ensemble de la logistique de l'hôpital serait adapté, s'il y avait bien des circulations correctement individualisées. Et donc ça a permis rapidement de répartir la prise en charge des patients. Donc si je reviens sur la typologie initiale des patients, dans notre retour d'expérience, c'était plutôt des hommes, 65%, et c'est clairement plutôt une maladie d'homme, en tout cas c'est ce qu'on constate nous. Je vais faire très attention dans cette présentation à pas asséner des poncifs, des pseudo-vérités. La période s'y prête beaucoup, je trouve, et donc je vais juste dire voilà ce que nous on observe. Et surtout, je ne vais pas m'ériger en une sorte d'expert qui aurait vu la plus grande série jamais faite de patients Covid. Je vais vous épargner à cette heure matinale ce genre de discours. Ils ont plutôt 50-60 ans, non, ils ont plutôt 50-70 ans, mais dans les patients 50-60 ans, ce qu'on observe, c'est des comorbidités, notamment pas mal de surcharge pondérale, d'obésité. Hein, le BMI à 30, je dirais, est très répandu. Beaucoup de diabète type 2, d'hypertension artérielle, bref, un syndrome métabolique comme on retrouve beaucoup dans la population de cet âge en France, mais qu'on trouve quand même un peu plus représenté, puis quelques immunosuppressions éventuellement légères, comme PPR par exemple, prise de corticoïdes à petite dose pour PPR.
Chez les patients de moins de 45 ans, il y a peu ou pas de comorbidité. On a remarqué, sauf surpoids, très peu de patients de moins de 45 ans. Néanmoins, il y en a quand même, hein, c'est pas zéro, loin de là. Et puis, chez les patients de 70 ans, des comorbidités qui deviennent un petit peu plus habituelles liées à l'âge, sachant que les patients de 70 ans, de plus de 70 ans, notamment les patients de plus de 75 ans, doivent être des patients qui pourront supporter une ventilation mécanique prolongée pour un SDRA sévère. On en reparlera. Il a fallu garder le cap et puis faire de la médecine, parce que la médecine, c'est notre métier, et on voit toutes sortes d'informations qui circulent dans tous les sens. Mais je crois que quand même, quand on est au lit du malade, il faut se rappeler qu'on doit se poser des questions, pas aller chercher des réponses, mais pas aller chercher des dogmes qui, je ne vois pas comment pourraient arriver si vite. On a eu simplement l'impression que c'était des SDRA qui avaient un comportement, une évolution peut-être un peu atypique, avec une composante inflammatoire, encore une fois, et c'est une impression extrêmement importante. Et puis, pour beaucoup, une aggravation un peu tardive. Ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions, j'en parlerai, sur les réglages du ventilateur, sur les traitements adjuvants. Ensuite, on a eu une incidence initialement élevée des insuffisances rénales aiguës, j'en reparlerai. Et puis, peut-être des tentatives de sevrage de la ventilation mécanique un peu trop rapides, alors qu'on avait l'impression que les voyants étaient ouverts, mais visiblement, ce n'était pas tout à fait les bons voyants, avec des retours en arrière qui ont été source de grandes frustrations. Je dirais que la première chose où il a fallu qu'on se mette d'accord, c'est la prévention de l'intubation. Il y a des documents, hein, qui ont été publiés par les sociétés savantes autour de ça. Néanmoins, c'est une stratégie qui est complexe et mal définie. Le premier constat, et je pense que beaucoup ont pu le partager, en tout cas les collègues avec qui j'ai échangé, c'est que beaucoup de patients s'aggravent très vite. On a des patients qui sont admis en réanimation sous 5 litres d'oxygène, pardon, et chez qui il y a une augmentation très rapide des besoins en oxygène en quelques heures parfois, avec une nécessité d'intubation qui est beaucoup plus rapide qu'anticipée pour une maladie non Covid qui aurait, dont on aurait l'impression, vous voyez clinique, c'est quelque chose que je ne peux pas quantifier complètement à ce stade, d'une gravité similaire. Et donc, on a été assez impressionné par la rapidité d'aggravation, à tel point qu'on s'est dit finalement, au début, on s'est dit finalement, l'USC, dans sa philosophie initiale, ne nous serait pas d'une utilité si grande, parce que les patients s'aggravent trop vite pour pouvoir en bénéficier réellement. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont un peu différentes, mais initialement, en tout cas, c'était le cas. Les outils de prévention de l'intubation, ça a été pour nous des choix difficiles à faire à cause des risques de contamination qui sont associés à ça. L'oxygène à haut débit humidifié, on était d'abord très réticents. Comme vous le savez, le niveau de recommandation est toujours pas clairement posé dans la littérature en dehors du Covid. Donc on s'est dit pour le Covid, attention, sachant qu'il y a des risques de contamination. Et puis, c'est vrai que avec le temps, il y a quand même des patients finalement à qui ça a fait du bien. Je ne parle pas d'avoir retardé l'intubation, qui peut être un enjeu, hein, je vais en dire un mot après, qui peut être un enjeu, mais simplement, il y a des patients qui ont réussi à passer sans intubation de cette façon-là. On a l'impression, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de communiquer sur des résultats scientifiques. Il y a des équipes, notamment l'équipe d'Henri Mondor, qui a fait le choix de travailler sur la CPAP Boussignac. D'abord, il y a un rationnel physiologique à faire de la CPAP, et puis la CPAP dite de Boussignac permet de protéger au moyen d'un filtre. Je vous conseille dans ce cas-là de contacter Guillaume Carteau et Armand Méconceau de Sap, qui vous donneront les documents nécessaires, mais permet de protéger l'environnement au moyen d'un filtre. Là, l'idée, ce serait aussi d'amortir et d'étaler les besoins de réanimation, et de se dire que si à un moment donné, l'afflux est trop important, eh bien, on peut échelonner les admissions en réanimation en les retardant un peu, de façon à rendre plus supportable la situation. Et puis enfin, on a fait... Voilà pour l'instant, ça va peut-être Allô, venir. j'entends quelqu'un, oui. Alors, ensuite, j'entends du bruit là.
Ensuite, peu de ventilation non invasive. C'est pas. J'entends plein de gens qui parlent. Peu de ventilation non invasive. Surtout des formes légères. Alors, je suis désolé, là, tout le monde, j'entends, on parle dans mes oreilles. Là, je sais pas qui c'est, mais ça parle dans mes oreilles. On fait du bruit. Donc, peu de ventilation non invasive, des formes légères chez des patients obèses, BPCO, mais ça n'est pas du tout la règle. Nos collègues pneumologues en font un petit peu aussi chez des formes légères. Encore une fois, des patients obèses, BPCO, mais il n'est pas question d'utiliser la VNI pour traiter une pneumonie grave. En revanche, un patient BPCO qui serait décompensé par le Covid, pourquoi pas avoir recours à de la ventilation invasive en faisant très attention à la contamination du personnel. La protection du personnel doit primer surtout dans cette épidémie. Je le dis, je le redis, on ne fait pas la guerre avec des troupes malades. Et si on a du personnel malade en masse, on va démotiver les troupes. Ça doit rester la règle, ça doit rester la priorité. Alors, ensuite, toujours dans le cadre où on fait de la médecine, il a fallu caractériser l'atteinte respiratoire de cette maladie pour essayer de comprendre un peu plus. Et vous voyez que on a observé des choses un peu différentes avec beaucoup de verres dépolis, assez périphériques, peu condensants. C'est un exemple chez un patient. Encore une fois, je ne fais pas de généralité, s'il vous plaît. Mais vous voyez quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on entendait, mais avec des variantes. À gauche, c'est le patient que je vous ai montré avant. À droite, un autre patient à l'admission toujours, avec une forme un petit peu plus condensante dès l'admission. À J10, là, je vous montre les images de deux patients différents. Vous voyez que on retrouve toujours un peu ce verre dépoli avec des condensations. Ce qui peut être parfois surprenant, c'est qu'on a l'impression d'avoir des images qui sont un petit peu moins condensantes, notamment dans les zones déclives, que ce qu'on s'attendrait à trouver chez des patients SDRA entre guillemets un peu plus classiques. J'aime pas tellement ce terme, mais encore une fois, ce que je rapporte là, c'est un peu d'observation. C'est pas des généralités, mais c'est dire oui, on a été un peu surpris de trouver de l'imagerie qui n'était pas exactement celle qu'on trouvait dans d'autres maladies qu'on est habitué à rencontrer. Et puis l'autre surprise, ça a été pas mal d'embolie pulmonaire. Ici, deux exemples de patients avec des embolies segmentaires, soit lobe inférieur gauche, soit un patient avec une embolie segmentaire multifocale. Alors, est-ce que c'est à mettre en rapport avec la composante vasculaire très probable de cette maladie, ce virus qui semble avoir un tropisme vasculaire important, avec le syndrome inflammatoire majeur qui est retrouvé? C'est anecdotique, mais il y a une élévation considérable des dédimères. Je ne sais pas comment il faut replacer ça dans ce contexte d'embolie pulmonaire. En tout cas, on a des embolies pulmonaires et peut-être des raisons que les malades fassent pas mal d'embolies pulmonaires. Donc au total, l'impression qu'il y avait une maladie respiratoire, je dirais pas atypique, mais qui présentait quelques atypies. Beaucoup de patients avec une compliance qui est modérément altérée, pas aussi sévère que ce qu'on pourrait retrouver dans un SDRA grippal ou à pneumocoque. Parfois un effet chinte considérable, un baby lung qui est loin d'être constant, peut-être un effet spasmore qui conviendra de caractériser. Et puis, ça nous a amené, j'en dirais un mot, à modérer notre ardeur sur les niveaux de PEP, à ne pas mettre des niveaux de PEP trop élevés, surtout quand la sévérité de l'hypoxémie ne le justifiait pas, et puis surtout de le faire avec bon sens, parce que je crois qu'il faut garder cette note importante de bon sens de notre activité de soins et de thérapeutique et ne pas la perdre parce que nous faisons face à une épidémie exceptionnelle. Le bénéfice du décubitus ventral peut se discuter quand on voit une partie de l'imagerie, mais évidemment, on le fait nous chez les patients qui ont des critères de décubitus ventral selon les recommandations
de la SRLF sur le SDRA. Simplement, on voit des réponses qui restent très variées. Et encore une fois, la réponse ne présage pas du bénéfice. Donc, j'ai illustré cette présentation des photos de Justine Diolo, qui est infirmière dans le service, qui a fait des très belles photos, qui m'y a autorisé. Et effectivement, on peut se retrouver avec des patients AG1 très différents. À gauche, on a un patient qui a un indice de masse corporelle élevé, mais pas très élevé, une driving pressure qui n'est pas assez élevée, qui est très sévèrement hypoxémique et qui répond modestement au DV. Et à droite, un patient qui a un indice de masse corporelle beaucoup plus élevé, une driving pressure plus élevée, et qui lui est moins sévèrement hypoxémique et qui répond très bien au DV. Vous voyez, tout est à comprendre. Une très mauvaise surprise, ça a été le nombre important d'insuffisance rénale aiguë et de recours à la dialyse. Et encore, je dois vous dire que nous dialysons tardivement. Nous sommes une équipe plutôt tardive. Les causes de tout ça, probablement des hypovolémies initiales qui ont été insuffisamment corrigées, des patients qui étaient très hypovolémiques sur la fièvre, le syndrome inflammatoire initial qui est vraiment cogné, qui était fébrile depuis assez longtemps, souvent, plusieurs jours, la crainte d'aggraver les échanges gazeux qu'on peut tous avoir dans ces circonstances. Il y a très probablement une toxicité rénale de SARS-CoV-2 avec des arguments dans ce sens dans la littérature. Et puis là, je pense qu'on a payé des niveaux de PEP trop élevés et on a revu ces stratégies au bout de quelques jours et on a là maintenant moins d'insuffisance rénale après ces ajustements thérapeutiques, mais qui sont encore de l'ordre du bon sens. Hein, ce n'est pas la peine de mettre des niveaux de PEP très élevés si ça n'est pas nécessaire. Et puis, il y a eu la réanimation hors les murs. Finalement, on s'y est mis. Là-dessus, le service de santé des armées a une expérience qui est inégalée et qui, je pense, est inégalable. Dans notre bâtiment, on a dû se retrousser les manches. Et après avoir fermé les 7 lits d'unités de surveillance continue pour redéployer le personnel sur les 15 lits de réanimation, eh bien, nous avons ouvert les 6 lits du SC que nous avons équipés en réanimation en 36 heures. Et puis, nos collègues d'hépato-gastro-entérologie nous ont offert d'utiliser les 10 lits d'unités de soins intensifs hépato-gastro qui sont au-dessus. Ils se sont repliés vers une autre unité de réanimation de l'hôpital et nous avons équipé ces 2 unités de lits de réanimation. En fait, c'était des soins intensifs, donc c'est des chambres dans lesquelles on pouvait faire de la réanimation. Elles étaient équipées de moniteurs, mais pas toutes de ventilateurs. Donc, il a fallu trouver des ventilateurs. Et puis, surtout pas de PNM, mais le redéploiement de PNM a été possible grâce à la diminution extrêmement importante de l'activité chirurgicale qui a permis de redéployer le personnel des SSPI et des blocs opératoires. Et puis nous avons reçu des efforts, des renforts de personnel médical en provenance de ces zones. Enfin, on a alors des ventilateurs, on en trouve. Hein, il faut juste se mettre autour de la table avec le biomède. Vous allez voir, il y a un petit soin intensif qui en garde un ou deux qui les utilise plus. Donc là, il faut faire de l'inventaire. Il faut vraiment se retrousser les manches et puis il faut trouver le matériel qui est nécessaire. On a travaillé sur la remontée en charge de notre service de rééducation post-réanimation et puis surtout partager notre expérience, ce qu'on appelle le centre de sevrage, parce qu'on en aura besoin, mais pas tout de suite clairement, hein, ça va être dans 2-3 semaines. Et tout ceci n'est possible que par un travail d'équipe en interaction avec le département d'anesthésie réanimation. Là, je remercie mon collègue, le professeur Louis Pubasser. On a travaillé la main dans la main et tout ça a été possible. Et aussi avec les hôpitaux voisins, on ne triomphera pas de cette épidémie si on ne travaille pas avec les collègues des autres hôpitaux pour réussir à faire des plans de montée en charge. Là, je montre ce travail auquel on est arrivé avec Louis Pubasset. Vous avez PSC, la Pitié-Salpêtrière, Tenon, Saint-Antoine, qui sont les 3 hôpitaux soins critiques adultes de Sorbonne Université Médecine. Et vous voyez, on a séparé les réanimations et fait un plan de montée en charge
de chaque structure. Le vert, c'est quand elle cesse d'être Covid- et qu'elle devient Covid+. Et puis, on a rajouté, vous voyez qu'on fait dès le début de la réanimation hors les murs dans des USC, par exemple. Et puis surtout, on a rajouté, et ça c'est très propre au département d'anesthésie-réanimation, de la réanimation hors les murs dans des blocs opératoires et dans des SSPI. Et donc tout ça n'est possible qu'avec une grande coordination et bien entendu une interaction avec l'activité, avec tout ce qui est collègue pour trouver tous les ventilateurs dont vous avez besoin et le personnel. Enfin, la formation est fondamentale. Encore une fois, on a été peut-être moins affecté nous parce qu'on avait des outils de formation qui étaient déjà prêts, mais je crois que là, il faut que vous vous tourniez vers votre société savante pour y trouver la quantité astronomique de ressources qui est là. Donc là, étant secrétaire général de la SRLF, je vais parler de ce que je connais qui est la SRLF et dire qu'elle met à la disposition des collègues réanimateurs une quantité extrêmement importante de matériel avec des tutoriels, des MOOC, des documents, il y a des films. Alors, ça, c'est pas suffisant pour former le personnel, mais c'est des compléments de formation qui me semblent être indispensables. Je vous invite tous à suivre sur Twitter, sur Instagram. Les informations, elles peuvent pas être véhiculées par mail, les boîtes mail sont saturées, les envois en masse sont bloqués aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir les infos qui arrivent en permanence, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et vous aurez tout ce que vous voulez, vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin. Je dis un mot des traitements. Alors sur les traitements, je dois reconnaître qu'il y a vraiment eu tout et n'importe quoi qui a circulé. Je voudrais dire qu'il faut garder la tête froide quand même, se rappeler que on continue à faire de la médecine et que la médecine, c'est quand même donner à des patients des traitements soit dont le bénéfice est démontré, soit dans le cadre de recherche. Dans les antiviraux, l'hydroxychloroquine a le vent en poupe. C'est vrai que nous la donnons à des patients sévères de réanimation. Le lopinavir, ritonavir, donc le Kaletra, tout le monde s'est excité. Il y a une étude négative. Sachez simplement une chose, c'est que si les réanimateurs se mettent à donner massivement de l'hydroxychloroquine et du Kaletra à des patients alors que c'est pas montré, vous avez de l'autre côté des malades qui ont des maladies pour lesquelles le bénéfice de ces médicaments est montré et qui vont plus avoir leurs médicaments. Donc, simplement, il faut réfléchir à 2 fois avant d'avoir des attitudes systématiques. Le remdesivir n'est pas disponible et va l'être, et l'interféron bêta mérite bien entendu d'être évalué lui aussi. Et puis il y a les immunomodulateurs, les anticorps anti-IL6 comme le tocilizumab, l'anti-L1, enfin les anti-L1, que ce soit des bloqueurs de la molécule du récepteur, je rentre pas dans les détails, et puis les corticoïdes. Je dis qu'il faut être fidèle à la tradition de notre spécialité, qui est une excellence en matière de recherche, et je crois qu'il faut privilégier la recherche, quelle que soit notre envie de donner le meilleur à nos patients, quel que soit notre dépit de voir nos patients sévères, de les voir extrêmement mal, on ne doit pas perdre la raison, et l'évaluation des traitements doit se faire dans le cadre recherche. Il y a plein de protocoles qui débutent et je crois qu'il faut garder l'attitude qui est de dire on évalue des traitements par la recherche et pas un peu comme on veut. La recherche, j'insiste dessus, c'est essentiel. Il y a beaucoup de traitements qui sont en ce moment évalués dans le cadre d'essais cliniques avec beaucoup d'essais qui débutent. Nous en rejoignons 2 dans les essais thérapeutiques, notamment l'essai Discovery. Et mon message ici, c'est rejoignez des essais cliniques de façon à participer à l'effort de guerre et à ce qu'on puisse donner le meilleur à nos patients. Les analyses se feront pour une partie pas en temps réel, mais de façon rapide. Et tout ça pour le bénéfice, je l'espère, de nos patients. Il y a des bases de données des registres, Covid ICU, qui est la base du réseau REVA, avec aujourd'hui 130 centres. Cette base, elle va être exploitée
par les épidémiologistes et les modélisateurs en temps réel de façon à faire les projections de besoins de lits et donc essayer d'ajuster la taille des structures aux besoins créés par l'épidémie. Et puis le réseau Reacting qui est à Bichat a aussi une autre base. Toute recherche, inutile de le dire, doit se faire dans le cadre des lois. Il n'y a pas de suspension des lois et on a actuellement des CPP ou des comités d'éthique selon qu'on rentre dans le cadre de l'un ou de l'autre qui tournent à plein régime pour donner des réponses rapides et pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Nos premières impressions, c'est bien des impressions. Entre le 3 et le 24 mars, on a admis 50 patients, 37 ont été intubés, 13 n'ont pas été intubés. Sur les 13 non intubés, 4 ont reçu du haut débit humidifié, 10 non. Les 4 ont reçu, je veux dire, et 9 en ont pas reçu, pardon. 10 sont sortis des vivants, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, j'ai jamais été bon en orthographe à l'école et ça continue. Avec mon grand âge, je pense que ça ne va pas s'améliorer. 3 sont encore hospitalisés. Sur les 37 patients intubés, 7 morts. 3 sont sortis vivants extubés à J10, J13, J14. Vous voyez que c'est des extubations assez tardives et c'est les premiers patients qu'on a extubés. On a 8 patients sous ECMO veineuse. On pensait que ça n'arriverait pas parce qu'on arriverait à tous les ventiler. Finalement, on a été contraint d'en placer un certain nombre sous ECMO et on n'a pas d'appétence particulière, donc ça a vraiment été des indications relativement tardives sur de la nécessité. Il y a une réflexion sur les limitations des thérapeutiques qui est importante. Sur les admissions, c'est un enjeu crucial. Covid-19, c'est souvent une maladie qui réalise un SDRA sévère avec une défaillance hémodynamique initiale qui n'est pas prononcée mais qui existe. Les défaillances rénales qu'on a répertoriées, c'est, comme vous pouvez le voir, une durée d'estimation de ventilation qui est estimée longue, environ 2 semaines. On fait attention, hein, je m'appuie sur pas grand-chose, mais c'est des SDRA sévères. Il faut se rappeler que grippe H1N1 2009, c'est 13 jours. Donc voilà, c'est peut-être ça, peut-être un peu plus, je ne peux pas répondre. En tout cas, le patient doit réunir toutes les conditions pour être à même de traverser cette épreuve. Et on sait que des patients très âgés, parfois, n'ont pas les conditions qui permettent de traverser cette épreuve. En tout cas, dans notre expérience, c'est vrai que nous n'avons pas eu de survivants chez les patients initialement âgés de plus de 80 ans. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que simplement, c'est des patients qui n'avaient pas les conditions pour traverser cette épreuve. Et je crois qu'il faut, encore une fois, garder ces valeurs importantes qui sont des piliers de notre spécialité. L'éthique, c'est un pilier de notre spécialité. Notre spécialité apporte beaucoup à la réflexion éthique. Je crois qu'il faut lui être fidèle et être fidèle à nos patients dans ces conditions. Hein, la réanimation, c'est le juste soin pour le juste patient. Il n'y a pas de dogme, mais il y a une utilisation raisonnée des ressources qui doivent être attribuées de façon raisonnée aux patients qui vont en bénéficier. Enfin, je dirais encore une fois, on s'approche de la fin de mon intervention, un mot sur la prise en charge des familles. On ne veut pas se retrouver 20 ans en arrière et pourtant tout est fait pour se retrouver 20 ans en arrière. Au début, on a interdit, nous, les visites en réanimation parce que c'était très compliqué à organiser. D'abord, l'hôpital a vite interdit les visites. Il y a des risques associés. Les proches, je rappelle, sont des contacts. Ils peuvent contaminer des soignants, d'autres proches en salle d'attente. Et au début, on avait un rendez-vous nouvelle téléphonique par jour et par famille, entre guillemets. C'est devenu insupportable pour l'équipe de se dire que on avait ouvert nos réanimations, on avait des stratégies d'accueil de famille qui étaient hyper travaillées et tout le monde était mal à l'aise. C'était vraiment difficile et donc on a procédé à des aménagements et aujourd'hui on a au minimum une visite par jour et par groupe de 5 patients sur rendez-vous avec un planning et on élargit bien entendu en fin de vie. Voilà, en conclusion, notre retour d'expérience. Donc d'abord, il faut se préparer très en amont. Pour ceux qui ne sont pas encore trop touchés, je ne sais pas s'il y en a, continuez à vous préparer. La difficulté, encore une fois, c'est pas de faire de la médecine chez ces patients, on sait tous le faire. On a été formé à ça et il n'y a aucun doute qu'on va y arriver. Ce qui est difficile, c'est ce qui est autour. Écrire un plan de montée en charge local et plus,
impliquer les autres centres hospitaliers, ne pas travailler seul. Ça, ce sera un travail d'équipe. C'est de la formation, c'est du partage de ressources. On doit avancer en groupe. Il faut être ouvert sur les prises en charge et sans céder à la mode. Encore une fois, j'entends des gens qui généralisent, qui vous parlent de profils de patients alors qu'ils n'en ont pas vu beaucoup. Je pense que pour le moment, il faut rester humble. On a tous vu pas beaucoup de patients. Donc, il faut qu'on se fasse une idée et surtout, il faut mettre les malades dans des registres pour que là, on arrive à définir des profils de patients. Il y a des rumeurs qui circulent, il faut savoir les critiquer, comme on devrait le faire tous les jours. Mais là, je dois dire qu'en ce moment, il en pleut. Et puis, participer à des recherches, pardon, c'est important. Pensée type, pensée proche. Il faut réfléchir collectivement pour prendre le mieux possible le soin d'autrui. Je vous remercie de votre attention. Ça, c'est un petit clin d'œil de l'équipe. Et ça, c'est bien sûr ce que chaque équipe de réanimation doit relayer à tout le monde. Ça me plaît pas tellement que on fasse peser sur le corps médical le message restez chez vous, mais je crois que malheureusement on est un petit peu obligé de convaincre la population que la réanimation quand on est malade, c'est difficile. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre présentation très claire. On va maintenant passer la parole au professeur Eric Maudre. Est-ce que vous nous entendez, Eric? Oui, je vous entends. Ok, parfait. Donc, on voit votre écran. Donc, vous pouvez lancer votre présentation et c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci au Collège de médecine intensive et de réanimation de m'avoir invité à venir vous parler ce matin de la prise des principes d'organisation des afflux massifs. C'est toujours très important de rapporter son rétex, de faire son retour d'expérience, et ce que vient de faire Alexandre Noul est très utile à tous. Dans ma présentation, je vais uniquement la centrer sur des principes très généraux avec une inclinaison intra-hospitalière dans une deuxième partie. Alors, le service de santé en opération, bien, chaque équipe, dès qu'il est déployé, cherche à adapter un plan, quelle que soit sa situation, pour continuer à soigner, à opérer, à réanimer, alors que mes moyens, par exemple, sont dépassés. C'est vrai pour les médecins généralistes et les médecins urgentistes déployés sur les bases opérationnelles dans le désert, dans les bâtiments de la Marine nationale, également sur les bases aériennes. Et c'est vrai, bien sûr, pour les équipes de réanimateurs, d'anesthésistes réanimateurs et de chirurgiens dans les antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage. Et en France, tout cela a été partagé assez largement, bien sûr, depuis les événements de 2015. Ah, voilà, il faut que je passe. Voilà, et donc la première notion, c'est que l'afflux de blessés, la prise en charge de plusieurs blessés simultanés, c'est vraiment une spécificité de la médecine de guerre, parce qu'une explosion, parce qu'un bombardement, une embuscade conduit, bien sûr, très souvent à plusieurs blessés. Donc c'était des actions qui sont simultanées, très souvent les ressources humaines et techniques sont limitées, et rapidement nos moyens peuvent être dépassés. Et c'est donc un des éléments très importants, c'est de prioriser les soins. On voit sur cette photographie un assez grand nombre de blessés, une dizaine en Afrique qui vient d'être victime d'une embuscade. On voit que tous ont déjà été pris en charge. Une équipe s'affaire à gauche, mais vous voyez d'emblée qu'il n'y a pas une équipe de soins pour chaque blessé. Donc, il y a eu une orientation, une priorisation vers ce blessé le plus grave qui va devoir passer au bloc opératoire. Ici, eh bien, ce sont les mêmes principes. Dans cette salle de surveillance post-interventionnelle, la nuit de novembre 2015, on voit que les équipes sont beaucoup plus nombreuses. Il y en a une pour chaque patient. Chaque patient a une équipe de soins. Pourtant, si on réinjecte 5 ou 6 malades graves dans cette salle, on voit bien qu'on va être dépassé. Donc, on peut dire que cette salle de surveillance post-interventionnelle est saturée et que quelque part, il faut rapidement trouver de la place pour ces patients
et orienter le flux pour éviter que de nouveaux patients viennent dépasser les capacités de soins. Effectivement, c'est toujours un problème de place. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, plusieurs blessés à prendre en charge simultanément alors que je n'ai pas un nombre d'équipes en adéquation. Très rapidement, avec plusieurs vagues de blessés, je peux avoir un grand nombre de blessés. Et donc, pour cela, il faut en permanence, quand on est en opération, mais à travers nos plans blancs et finalement la conduite des choses, telle que l'a décrite Alexandre Demoule, il faut se connaître et la rapporter à sa capacité de soin. De voir que les vagues de blessés arrivant, eh bien oui, j'ai des plans, je suis monté en charge, j'ai une capacité d'orientation et ensuite c'est mon réseau autour qui va pouvoir m'aider à sauver le plus grand nombre de personnes. Alors, se connaître d'un point de vue humain, quantité bien sûr, compétences également, parce que quand ces événements surviennent, tout le monde est occupé et il n'y a plus aucune place pour la supervision. Peu de gens sont disponibles pour expliquer telle ou telle chose, comment régler un respirateur, comment utiliser l'oxygène. Donc, l'absence de supervision est quelque chose à prendre en compte dans ces événements. Et puis, logistique, bien sûr, avec les moyens d'évacuation, le nombre de salles de déchocage, le nombre de tables d'opération et le nombre de lits de réanimation. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de définition, en tout cas c'est mon point de vue, qu'un MASCAL, un afflux blessé, c'est trop de blessés par rapport à ma structure qui ont toutes des tailles très différentes. Alors les principes essentiels, c'est que cet événement va nous conduire à soigner très différemment, qu'il va falloir faire des choix pour soigner le mieux le plus grand nombre de patients. Alors, 3 principes, on pourrait en détailler d'autres, mais ce sont les 3 principes essentiels qui sont le triage, notamment en traumatologie, la modification des prises en charge, qui est quelque chose qui est incontournable et qui est parfois compliqué à métaboliser et à admettre, et puis la création de nouveaux parcours de soins, comme l'a dit Alexandre, avec cette réanimation aujourd'hui hors les murs. Alors, premier point, le triage, c'est tout simplement choisir le meilleur rapport gravité-efficacité. Et en traumatologie, on est bien sûr centré dans le repérage des blessés qui ont des lésions hémorragiques, dont l'hémorragie va pouvoir être arrêtée par un chirurgien à gravité équivalente. Si j'ai un blessé avec une plaie crânio-cérébrale qui est dans un coma profond et à côté de lui un blessé abdominal qui a de toute évidence une lésion hémorragique, eh bien, avec ma seule table d'opération, il est bien évident que je vais mettre sur la table le blessé hémorragique. C'est donner une priorité qui se transmet, c'est-à-dire que les équipes préhospitalières du terrain, puis le déchocage, puis l'équipe d'anesthésie au bloc en traumatologie, se transmettent de priorités et elles peuvent être revues d'ailleurs, ces priorités. C'est pour ça qu'on dit que le triage est dynamique. C'est-à-dire que renoncer temporairement, c'est dire que dans mon hélicoptère qui n'a que 2 places, je ne mets pas la plaie crânio-cérébrale, je mets les lésions vasculaires ou potentiellement hémorragiques. Et puis quand l'hélicoptère va revenir, je vais mettre la plaie crânio-cérébrale. Voilà. Mais peut-être que dans la grande structure dans laquelle arrivent ces patients, les blessés avec des lésions abdominales sont stables, et je vais commencer par le blessé de la plaie crânio-cérébrale. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement dynamique, que chaque niveau choisit son traitement avec le meilleur rapport gravité-efficacité. Soigner différemment, c'est aussi avoir une notion de damage control collectif. Alors le damage control, on sait ce que c'est, il s'agit d'un principe chirurgical qui vise par une chirurgie écourtée à arrêter l'hémorragie et à préserver la coagulation. Ça, c'est pour un patient, tout ça est parfaitement établi en traumatologie civile et militaire. Ici, c'est différent. Le grand nombre de blessés va conduire les équipes à modifier les indications et les techniques habituelles. Par exemple, et ça a été très bien rapporté par l'équipe de Nice, de Pasteur 2, qui non seulement nous donne des catégories, des variables liées au patient, mais qui, dans la discussion, raconte un peu l'histoire des choses. Et ils décrivent bien que les lésions d'organes traumatiques qui, normalement, auraient dû avoir un traitement non interventionnel, par exemple
une fracture de rate de grade 2 ou 3, eh bien, dans ce contexte d'afflux, parce qu'en réanimation, je pourrais moins bien le surveiller, détecter une hémorragie, avoir une place au bloc opératoire, eh bien, alors que je pourrais faire un traitement non opératoire, eh bien, je décide de l'opérer pour régler un risque vital. Chirurgie écourtée pour libérer la salle de bloc opératoire. Là encore, c'est une notion collective. C'est rapporté par les équipes espagnoles après les attentats de 2004 qui ont fait près de 300 victimes. Donc là, il faut avoir conscience, et les chirurgiens militaires ont régulièrement à faire face à ces difficultés, c'est d'accepter, de renoncer à ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est très compliqué à métaboliser. Pour l'illustrer, c'est la lésion, par exemple, de membres. Donc, si j'avais qu'un blessé, l'équipe chirurgicale serait capable de le réparer bien, avec un temps vasculaire long, des réparations nerveuses. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tout cas en situation d'afflux, donc s'il y a peu de blessés, bien sûr que tout va être fait pour conserver le membre, c'est bien évident, mais imaginons que il y ait vraiment beaucoup de blessés, eh bien ce temps opératoire, je ne peux pas le consacrer à un seul blessé, et donc je vais peut-être aboutir à une amputation. Et renoncer à ce qu'on est capable de faire, ça concerne aujourd'hui sans doute nos équipes de réanimation, où, Alexandre l'a dit, on voit que l'expertise de ventilation détenue par certains services, qui est notamment des réglages très fins de la ventilation, des modes de ventilatoires qui peuvent être un peu, très modernes et très justes. Mais quand on va faire de la réanimation en gastro-entérologie, en unité de surveillance continue, on tombe sur de nouvelles équipes avec de nouveaux médecins, et c'est donc probablement un effort à faire pour que les gens se rejoignent. Sans doute que l'équipe experte doit diminuer un peu son intention et ses exigences, et que l'équipe, je dirais, montante dans cette nouvelle pathologie du SDRA sévère rejoigne un peu l'équipe experte. Et puis, c'est la création de nouveaux parcours, puisqu'on a dit que l'impératif majeur, c'était de libérer des places, en particulier parce qu'on ne connaît pas la hauteur et le nombre de vagues de blessés qui vont arriver. Donc, c'était parfaitement vrai dans l'année des attentats, avec des blessés qui arrivaient toutes les 20 minutes. Et c'est vrai encore aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas quand les vagues de patients infectés vont s'arrêter. Donc, il est très important, je vous ai remis cette photo, qu'il y ait un personnel qui soit dédié pour libérer des lits. Ce que j'appelle le médecin out, c'est lui, il n'est pas concerné par les soins. Vous voyez qu'il passe entre les brancards, très préoccupé pour faire de la place. Et sa question qui se pose intérieurement, c'est la question du où soigner qui est centrale pour prolonger la réanimation. Ici, on voit qu'en traumatologie, c'est assez faisable, on va dire. Les colonnes, donc vous avez ici la salle de surveillance post-interventionnelle en haut, la réanimation chirurgicale en bas. On est en Norvège en 2011, 80 blessés sur l'île du Toya, beaucoup de blessés par balle. Et vous voyez que chaque colonne donc, correspond à 1 heure, que les blessés, les patients présents dans les zones grisées, finalement vont vite disparaître, remplacés par des blessés de l'événement. En réanimation en bas, on voit qu'entre 15 h et 21 h, les réanimateurs sont arrivés à faire sortir 7 malades, soit vers d'autres réanimations, soit vers l'USC. En tout cas, 7 malades sont sortis et sont remplacés. Or, ce qui nous concerne aujourd'hui, on n'est pas dans une notion d'heure, mais on est au moins dans une notion de jours, voire de semaines. Et c'est donc la question de cette réanimation hors les murs, quand il n'y a pas de place de réanimation. Alors, le service de santé s'est posé la question. Ici, je vous ai mis, comme d'autres, bien sûr, je vous ai mis la plaque d'une journée, d'une communication que j'avais faite en 2018, invitée par la Société française de médecine d'armée, organisée par l'Institut de recherche biomédicale des armées, et un exposé qui était consacré donc, aux soins critiques hors réanimation. Effectivement, c'est un enjeu organisationnel. Alors, quand on regarde la définition de ce qu'est un service de réanimation, c'est ce que nous dit ce collectif de leaders mondiaux de la réanimation, c'est que ce n'est pas seulement un espace de soins, un espace béton.
c'est plus que cela. Il s'agit d'un système de soins, médecins, paramédicaux, qui vont délivrer des soins critiques pour des patients qui en ont besoin tout de suite. Et comme ils le disent dans leur définition, eh bien clairement, selon les organisations, on peut avoir à aller soigner hors du service de réanimation. Pelozzi a repris ça la même année, 2 ans plus tard, en 2018, où il s'est interrogé sur, non pas hors les murs, mais c'est sans frontières, la réanimation sans frontières dans des espaces chirurgicaux. Alors pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? Eh bien, on sait bien que dans nos hôpitaux, à gauche, c'est les anciens hôpitaux, disons plutôt le temps passé, où on avait dans nos services à la fois des patients assez lourds et en même temps des patients assez légers, des structures très segmentées. Et aujourd'hui, avec le développement de l'ambulatoire, du J0, on a dans nos services uniquement des patients assez lourds en termes de charge de soins, et un système de soins critiques qui s'est développé pour faire face à d'éventuelles dysfonctions ou défaillances d'organes. Donc on voit que la place, le nombre de malades peut-être a diminué vers des hôpitaux qui seraient plus petits, mais qui sont plus concentrés. Et ça se traduit en trajectoire de soins. À gauche, vous avez ce que j'appellerais un peu l'ancien monde fait de chirurgie mineure hospitalisée, une ou plusieurs nuits. Et à droite, ce que deviennent nos hôpitaux aujourd'hui. On voit d'ailleurs que le temps passé en service conventionnel est allongé par rapport à gauche, que le temps court en réanimation et dans les suites post-opératoires parce qu'il y a de nouvelles organisations, notamment des services comme les SRPR, ou des services de soins de suite qui se sont également intensifiés. Cela permet de gagner de la place pour les blessés qui en ont besoin. Alors, où soigner? Revenons au cœur de la question. Quand il n'y a plus de place en réanimation, on va faire l'hypothèse qu'il n'y a plus de place en réanimation, et puis aussi on va faire quand même l'hypothèse que c'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est qu'on ne peut plus faire de transfert, puisque pour la qualité des soins, et c'est bien évident que si on peut transférer un patient, il faut le faire. Donc là, plus de place, plus de transfert. Donc, pour un patient qui présente une dysfonction, une défaillance dans nos hôpitaux, ça va être à la structure des urgences, dans un service conventionnel de maladies infectieuses ou de chirurgie, ou en salle de surveillance post-interventionnelle après une chirurgie. Et le malade a besoin d'une suppléance tout de suite. Alors, il peut rester, c'est une option, dans le service des urgences. Il y a quelques papiers là-dessus qui montrent que, on l'a vu, hein, c'est un système, les soins critiques et la réanimation, c'est un système médical, paramédical pour durer. Les services d'urgence peuvent tout à fait et ont les compétences pour durer quelques heures, mais au-delà d'un certain nombre d'heures, selon les organisations locales, il est probable que, n'ayant pas d'équipe dédiée, et en fait tout est là, n'ayant pas d'équipe dédiée, il y ait besoin de services plus intenses. Alors la salle de surveillance post-interventionnelle, qui sont occupées par nos malades Covid en ce moment, rempli de SDRA, c'est un espace bien sûr naturel parce qu'il y a des ventilateurs. Il faut, en temps normal, que cette fonction occupe une tâche dédiée à la fois de diagnostic et de traitement pour une détresse qui vient d'arriver. Au milieu de patients ambulatoires, au milieu de patients qui se réveillent, tout ça est bien compliqué et c'est, si on ne l'organise pas, très clairement un facteur de désorganisation et éventuellement, je dirais, de moins bonne médecine pour le patient qui présente une détresse. 2 papiers pour illustrer ce propos. Le premier exemple en haut, une salle de surveillance interventionnelle qui a choisi de dédier une équipe avec un médecin et une équipe d'infirmières avec 3 lits pour assurer les suites, en particulier de sevrage de vasopresseurs, d'ajustement hémodynamique dans les suites d'une chirurgie lourde. Bien, ça économise des places en réanimation parce que les quelques heures passées en salle de surveillance post-interventionnelle ne vont pas se faire en réanimation. Et puis, comme les places
sont plus importantes en réanimation, et bien évidemment, les patients, elles sont remplies par des patients plus graves. Donc, c'est intéressant. Dans le deuxième papier, il n'y a pas d'équipe dédiée. Et là, ce que rapportent les auteurs, c'est plutôt une complexité de la situation avec, dans leur papier, une augmentation de la mortalité dès lors que sans équipe dédiée, les patients critiques restent plus de 6 heures. Donc, effectivement, bien sûr, il y a besoin d'une attention dédiée, donc il faut l'organiser. Alors, les USC, espaces naturels aussi remplis, comme l'a dit Alexandre, aujourd'hui par des malades intubés, en décubitus ventral, eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation en 2018 l'ont souligné dans leur éditorial. On sait aujourd'hui qu'en France, la typologie des USC est très variable, selon notamment, souvent rapporté avec son nombre de lits en réanimation. Je pense en particulier aux USC isolés qui peuvent avoir à contribuer à prendre en charge des malades avec une certaine intensité de soins. Donc, on peut faire de la réanimation en USC ou en tout cas une certaine dose. Alors, c'est ce que nous avions rapporté en 2018 dans une étude dans notre USC où depuis des années, on délivre une certaine intensité de soins, notamment hémodynamique, respiratoire à travers de l'oxygène à haut débit et de la VNI thérapeutique. Dans ce papier était consacré uniquement au choc septique à l'USC. On sait qu'un quart des patients n'est pas ventilé de choc septique. On sait également que les 3/4 n'ont pas d'épuration extrarénale. On sait aussi que le pronostic des chocs septiques est très variable d'une pathologie à l'autre. Et pour l'illustrer, par exemple, une pyélonéphrite qui va sortir du bloc opératoire, pas trop acide, pas trop insuffisant rénal, et qui peut avoir entre 1 et 2 mg de noradrénaline, eh bien, le traitement étiologique, antibiotique, sonde double J, fait que dès le lendemain matin, le patient aura été sevré de ses vasopresseurs et pourra rejoindre, s'il ne présente plus de dysfonction d'organes, le service d'urologie. Donc, c'est l'utilisation de l'USC, c'est comme ça que nous la menons. On sait que dans ce sepsis, il n'y a pas de temps à perdre, il faut faire des actions rapides. Et donc, on s'appuie sur des compétences, notamment paramédicales, pour pouvoir délivrer une certaine intensité de soins. Et donc, l'hypothèse que nous avons faite, c'est que prendre en charge des chocs septiques à l'USC était possible. Alors, uniquement les points forts de cette étude, c'est 60 patients. Ce qui est intéressant dans le flowchart, c'est que vous voyez à droite que pour 40 patients, il y avait une place de réanimation disponible, mais que sans qu'il y ait de protocole écrit, par notre expérience, le médecin réanimateur senior a choisi de le mettre à l'USC. On voit que parmi ces 40 patients, eh bien, secondairement, 8 patients ont été transférés. En tout cas, pour 73% des patients, le traitement du choc septique a été possible dans cette unité de soins. Alors, parce que était délivrée une certaine intensité, et vous avez dans le tableau de droite 98% des patients qui avaient une artère, 85% qui avaient une PVC et une voie centrale. Le dosage des lactates, ce n'est pas la valeur du lactate, mais c'est le nombre de gazométries. Eh bien, dans les 6 heures, il y en avait 2,2 et en 24 heures, il y en avait 4. Donc, on suit des actions thérapeutiques, on adapte son traitement. Ça impose une formation paramédicale. Dans les services conventionnels, et ça sera mon dernier exemple, eh bien, les hôpitaux peuvent être encore plus avancés. Ça, ici, on est dans un hôpital brésilien, au milieu du Brésil, une grande ville, 500 000 habitants. Il y a dans cette ville, j'ai été regarder, 5 ou 6 hôpitaux de bonne taille, et ils ont rapporté prospectivement une cohorte de patients sur un an, un hôpital de petite taille, seulement 330 lits, avec une réa plutôt confortable, 20 lits. Donc, il n'y a pas de place en réanimation. Et dès lors, vous voyez que les réanimateurs, avec une équipe de soins, va aller se rendre dans les étages, dans les services conventionnels. Au total, 450 patients dans l'année, surtout des chocs septiques, surtout en service et aux urgences. Eh bien, quand on regarde leurs résultats,
on s'aperçoit d'abord que le délai médian était important, d'attente en service, une place de réanimation, 3 jours, que finalement 204 patients étaient admis en réanimation, près de la moitié, que seulement 2 patients ont été transférés dans un autre hôpital. Ça, c'est assez étonnant parce que ni dans la discussion ni dans la méthode, je n'ai trouvé d'explication à ce très faible taux de transfert. 100 patients sont décédés, 25 avec une limitation thérapeutique et 75 sans vraiment de précision, mais sans doute une perte de chance pour eux. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que 122 patients, probablement des chocs, des sepsis ou des chocs septiques modérés, facilement contrôlés, ont annulé leur admission en réanimation. En conclusion, pour rejoindre ce qu'a dit Alexandre Demioul dans la première intervention, c'est que l'événement auquel on est confronté nous montre bien que tout est possible, qu'on n'est jamais assez préparé, que cependant l'événement nous donne un peu un temps de préparation et c'est ce qui a été fait à travers les plans de charge, les réorganisations, les commandes de matériel, les nouveaux plannings, qu'il faut s'astreindre à transférer des compétences de médecine de guerre, qu'à la fin, il faut continuer à organiser les soins parfois dans le chaos, ce qu'on va s'habituer à faire dans les semaines à venir, j'en suis certain, et qu'il faut, et ça c'est très important, ce que connaissent déjà les chirurgiens, dans cette pathologie médicale, il faut sans doute accepter de soigner un peu différemment pour être efficace pour le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie et j'espère un petit peu de temps pour des questions. Merci beaucoup, Eric, pour votre présentation et pour pour l'aperçu que vous avez donné de la médecine de guerre et de la gestion militaire des afflux massifs. Je vais retranscrire quelques questions pour à la fois Alexandre, vous pouvez rallumer votre micro et si vous souhaitez votre webcam. Est-ce qu'il existe en France une coordination interrégionale qui s'occupe, qui gère le transfert des patients quand des hôpitaux sont saturés vers d'autres hôpitaux, d'autres régions? Comment est-ce que ça se passe, hein? Alors, il y a une pathologie qui est concernée par ça très régulièrement, ce sont les grands brûlés. Il y a un schéma interrégional d'organisation. Donc, le nombre de centres de traitement de brûlés n'est pas très important. Donc, on passe, en tout cas nous à Toulon, quand notre service est plein, on passe par des contacts avec la réanimation receveuse et l'organisation du transfert par les SAMU. Mais pour ce qui est des détresses respiratoires comme ce que nous avons en ce moment, à ma connaissance, non, j'ai pas d'informations. Non, même chose. Moi, j'ai pas d'informations de ce genre. En Île-de-France, il y a une tentative déjà d'organisation régionale, puisqu'on se rappelle que les SAMU sont départementaux, et donc il y a une organisation régionale pour essayer de répartir au mieux les patients. Mais en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, de coordination nationale. Ok, merci. Autre question des participants, plus spécifique à l'épidémie actuelle. Lorsque on est face à des pénuries de moyens de protection, quand on a des unités dédiées, certains centres ont tendance à se changer, à en tout cas garder les mêmes moyens de protection entre les différentes chambres. Donc on se retrouve un peu comme face à une salle commune et non différents box. Est-ce qu'on a des données, des idées sur l'éventuelle transmission interpatients ou même envers les soignants? C'est mal connu quand même pour le moment, hein. Comme vous savez, il y a des soignants malades, c'est monitoré tous les jours dans les hôpitaux. D'abord, on ne sait pas s'ils l'ont attrapé sur leur lieu de travail ou en dehors de leur lieu de travail. Donc tout ça est très compliqué. Enfin, on va considérer par défaut ils l'ont attrapé sur leur lieu de travail. Je crois que il y a deux choses, il y a deux éléments. Donc la protection du personnel reste à mon avis la chose la plus importante, hein. Et deuxièmement,
il faut se protéger dans le respect du matériel qui est un bien collectif et du matériel de protection qui est un bien collectif. Et pour ce faire, nous, la politique qu'on a, c'est que le masque FFP2, toute la réanimation est Covid. Donc le masque FFP2 est mis à l'entrée de la réanimation dans le SAS et il est gardé pendant toute la session de travail en réanimation qui est en général assez longue. Et c'est compliqué parce que il faut pas le souiller et il faut pas le toucher avec ses doigts. Et en fait, on passe son temps à se tripoter le visage, quoi. Donc, sans s'en rendre compte. Donc, ça demande une discipline qui est une discipline importante. Ok, merci Alexandre. Je sais pas François si tu as des questions, mais sinon on va peut-être arrêter la session. Oui, il est maintenant 8h10, on a un petit peu de retard. Mais Merci beaucoup en tout cas à vous, Eric et Alexandre, pour vos présentations très claires et qui auront intéressé, je pense, beaucoup de monde. Merci également à la SRLF et au CEMIR pour organiser ces sessions. Et puis, on se retrouve très prochainement, j'espère. Bon courage et bonne journée à tous. Merci encore. Merci. Merci. Merci, au revoir.